Alors, bonjour, chers auditeurs, je reviens à vous à nouveau après ma toute première vidéo d'il y a environ 3 semaines. Déjà, je vous présente mes excuses pour la qualité de cette vidéo. Je sortais en fait d'une grippe, hein. Donc cet état grippal a dû manifestement euh, déséquilibrer un peu la discipline et la cohérence de cet enregistrement. Alors, je reviens vers vous, c'est toujours à propos du concept de marché public. Alors, je vais davantage élucider ce concept-là. Je voudrais, dans un premier temps, faire une définition caricaturale du concept de marché public, pour ne pas dire une définition théâtrale, tout simplement. Alors, dans la combinaison du mot marché public, on a principalement deux mots-clés. Nous avons marché et puis public. Alors, le mot marché, tout simplement, n'est pas spécifique à la commande publique. On a les marchés financiers, et les marchés de capitaux, ainsi il y a diverses thématiques dans lesquelles le concept de marché peut intervenir. Déjà, de façon prosaïque, le mot marché veut dire quoi? Un endroit où on vend et on achète. D'accord? Donc, sur cette base-là, on peut considérer un marché public comme une discipline dans laquelle il y a des achats qui interviennent et des ventes également. C'est-à-dire que nous avons un concept dans lequel il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous avons des achats qui s'effectuent, nous avons des ventes qui s'effectuent. Alors, de façon prosaïque, un marché public, c'est justement l'ensemble de ces concepts, de ces règles, de ces modes opératoires, de ces protocoles, de ces normes qui permettent d'organiser tout le processus d'achat et de vente des biens, des travaux, des services au profit des requérants ou utilisateurs. Donc, le concept marché, toute proportion gardée, peut être synthétisé de cette façon-là. Ensuite, il y a le deuxième mot-clé qui est public. Alors, public veut dire ici, nous devons faire attention quand on parle de marché public. Les gens pensent que le caractère public tient nécessairement à la nature de l'autorité contractante. Non, pas exclusivement. Ce qui caractérise le concept de marché public, ce n'est pas uniquement le fait qu'une autorité publique est impliquée, mais c'est surtout en raison de la nature des données qui sont en jeu. C'est-à-dire que le marché public, par définition, c'est la gestion stratégique des données publiques. Donc, en d'autres termes, c'est un peu résumé, ça veut dire quoi tout simplement, comme j'ai dit la dernière fois, un marché public, c'est un contrat, première des choses. Deuxième chose, un contrat qui implique des parties. Et ensuite, bien évidemment, il y a un objet. Parce que si c'est un contrat qui implique des parties, forcément il doit avoir un objet. Un contrat, ce n'est pas imaginable d'avoir un contrat qui n'est pas un objet. Sinon, ce serait un contrat fictif. Alors, de ce point de vue, il y a une trilogie qu'il faut noter dans ce concept de marché public. Nous avons, dans un premier temps, l'objet du marché. Ensuite, nous avons les parties au contrat, à ce contrat-là. Et après, nous avons maintenant la rémunération. Puisque nous avons parlé d'achat, nous avons parlé d'acheter et de vendre. Quand on achète et on vend, il y a forcément des échanges de prix ou de coûts. Donc ça veut dire que le marché public est un contrat qui est essentiellement conclu à titre onéreux. Donc c'est de ce point de vue spécifiquement que les marchés publics se distinguent des mécénats ou des subventions. Donc l'autre, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce qu'il faut retenir de façon particulière, c'est qu'il y a une confusion qui a été distillée dans l'opinion publique. Quand on parle de marché public, immédiatement les gens l'assimilent à l'appel d'offres. Je pense que même dans la vidéo précédente, j'ai essayé d'élucider un peu, de mettre la frontière entre les deux concepts. Il est vrai, ces deux concepts coexistent, mais s'affrontent. Le marché public est un contrat, alors que l'appel d'offres, c'est une des méthodes qui permettent, à la fin du processus de passation de marché, d'attribuer un contrat. Vous voyez? Donc, l'un fait partie des jalons de l'autre. C'est-à-dire que le marché public est plus large que l'appel d'offres. Il est entendu qu'il y a plusieurs méthodes d'appel d'offres. Aujourd'hui, la Banque mondiale, depuis le règlement FPI du 1er juillet 2016, la Banque mondiale utilise 78 règlements alternatifs. C'est-à-dire que préalablement, ils utilisaient environ cette méthode.
Et avec la mise en place de ce nouveau processus, de ce nouveau cadre, ça fait environ 78 règlements administratifs. Donc, ce sont des aménagements alternatifs qui permettent d'attribuer des contrats dans des conditions saines de compétition et d'équité. Alors, donc, vu sur ce temps, cette définition-là, on peut résumer le marché public en trois critères. Pour qu'on parle de marché public, il faut trois critères cumulatifs. Dans un premier temps, on l'a dit tantôt, il faut le critère organique. Il faut que ce marché un objet. Et l'objet n'est pas figé, puisque nous sommes dans le domaine de la commande publique, nous avons où les autorités contractantes sont impliquées. Donc, l'objet d'un marché public, ça peut être soit l'acquisition de fournitures, des biens, des services, la relation de personnes intellectuelles ou des travaux. Et même au-delà, il peut y avoir une combinaison de ces acquisitions-là. C'est-à-dire que dans un même marché, on peut avoir des fournitures achetées, on peut avoir des services auxiliaires à déployer, on peut avoir des personnes intellectuelles à réaliser, on peut avoir des travaux également à réaliser. Quand je prends les marchés de travaux, généralement les constructions de bâtiments ou de grands chantiers. Donc au début, il y a des études de faisabilité qui se font. Il y a même des concours d'architecture qui se font dans le début. Et ensuite, maintenant, vous avez les études d'exécution, les études d'ingénierie. Et ce n'est que bien après, maintenant, que le cahier de charge est affiné et le dossier d'appel d'offres est publié dans les règles qu'il faut. Et in fine, vous avez l'entrepreneur qui est recruté. Donc, on a une foison, une gamme, une batterie d'acteurs qui interviennent dans le marché de travaux. Dans le marché de travaux, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres types de marchés qui interviennent. On va le voir dans les marchés mixtes, c'est-à-dire que dans les marchés mixtes, c'est un marché dans lequel il y a la plupart des typologies de marchés interviennent. Mais en termes de méthode, pour déterminer la méthode dans un marché mixte, on regarde quelle est la nature de l'acquisition qui est prédominante, soit en termes de coût ou en termes d'étendue des prestations. Donc le deuxième critère, c'est le critère organique. Dans ce marché public, il faut forcément des acteurs, il faut les parties à ce contrat-là. Donc, vous avez d'un côté l'autorité contractante ou le pouvoir adjudicataire, qui peut être l'autorité centrale, qui peut être un ministère sectoriel, ça peut être un gouvernement, ça peut être un ministère ou un département. Mais au-delà, ce n'est pas seulement l'État central qui intervient dans les marchés publics. Il y a aussi les collectivités territoriales, les mairies, les municipalités, les départements peuvent également contractualiser, est-ce que vous voyez, dans le cadre d'un marché public. Ensuite, le dernier critère, c'est le critère onéreux. C'est-à-dire qu'il n'est pas concevable, puisque nous avons dit là-haut qu'un marché public, c'est l'ensemble des règles qui permettent de gérer de façon stratégique les deniers publics. Il n'est pas possible d'attribuer des deniers publics dans ces conditions-là à titre gracieux. Donc, les deniers publics doivent être attribués à titre onéreux. C'est-à-dire que les achats doivent se faire, doivent avoir un coût. Vous voyez. Mais là, je nuance un peu pour dire que le caractère onéreux veut dire que le contrat doit être attribué essentiellement à titre onéreux, il doit avoir un prix. Est-ce que vous voyez, dans un marché public, quand vous achetez les fournitures auprès d'un importateur, l'importateur ne va pas acheter les marchandises peut-être en Chine et venir vous les donner à titre gracieux. Lui-même les a commandés, il a des cotations auprès de ses partenaires. Et il y a même des coûts insidieux, il y a les taxes à payer, il y a d'autres frais d'approche, de livraison, d'expédition. On le verra au niveau des incoterms. Donc, par contre, j'insiste sur la nuance sur laquelle j'étais revenu la dernière fois. C'est le caractère onéreux. Le caractère onéreux, il est évident, mais il n'est pas toujours ostensible. Il arrive des cas atypiques, des cas asymétriques de marché dans lesquels le prix n'est pas visible, est sous-jacent. Là, je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, vous voyez une municipalité qui passe un contrat pour pouvoir curer les caniveaux ou bien désengorger un fleuve qui traverse la ville. Alors, dans ce contrat, la municipalité peut dire, mais écoutez, l'entreprise qui est en charge des travaux, au niveau du critère mode de rémunération, peut dire, mais écoutez, moi, je ne vous rémunère pas dans l'immédiat. Par contre, je vous donne la latitude de curer les caniveaux et le sable qui s'en sort dans une proportion qui est déterminée dans le contrat. Puisque le prix unitaire par camion de sable généralement est connu, alors je vous donne la latitude de curer les caniveaux et à hauteur de 20 camions, puisque le prix unitaire qui revient, alors je ne vous paye pas. Et donc, il faut revendre le sable pour vous faire rémunérer. Donc, on voit bien que dans ce contrat, il y a bel et bien un prix, mais qui est un prix insidieux, qui n'est pas un prix instantané,
comme ça se voit dans les autres contrats, en particulier les contrats à prix forfaitaire. Donc voici un peu de façon caricaturale ce qu'on fait comme marché public. Alors le marché public aujourd'hui, c'est pour ça justement, en raison de ce caractère ambigu, alors, et dans le contexte de la massification des achats aujourd'hui, de plus en plus, même l'OCDE ne passe plus de marché public, même pas beaucoup plus de commandes publiques. Parce que quand on parle de marché public, tout de suite là, les gens assimilent ça à un appel d'offres ou à une méthode de passation des marchés. Donc pour atténuer l'ambiguïté qui accompagne ce concept, donc les pères fondateurs ont de plus en plus aujourd'hui, quand on prend le pays comme le Burkina par exemple dans sa loi sur le marché public ne parle plus de marché public mais pas de commande publique. Même l'autorité de régulation des marchés publics au Burkina s'appelle autorité de régulation de la commande publique. Dans l'OCDE, on parlait par exemple de l'observatoire économique de l'achat public, mais aujourd'hui on parle de l'observatoire économique de la commande publique. Parce que la commande publique, elle est beaucoup plus globale. La commande publique fait ressortir le caractère réglementaire, le caractère institutionnel de l'achat, alors que le marché public, lui, est essentiellement focalisé sur le volet contractuel. Or, le contrat, justement, pour l'attribuer, il y a des procédures ex ante, il y a des diligences qui sont faites jusqu'à attribuer le contrat. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vraiment cette évolution de paradigme qui consiste effectivement à changer le nom de concept et privilégier plutôt le concept de commande publique que de marché public. Voilà. Donc, je vais rapidement vous faire un aperçu historique du concept de la passation des marchés. Vous savez que les premiers forats qui ont été consacrés à la passation des marchés ont eu lieu dans la période d'entre-guerres. Donc, juste un peu après la Deuxième Guerre mondiale, un peu avant la guerre froide. Donc, mais ces forats ont été pilotés effectivement par les Nations Unies dans un premier temps, les Nations Unies, qui ont intégré évidemment dans le cadre de mandat qui lui a été donné de consolider la paix après la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Nations Unies ont estimé effectivement qu'elles pouvaient intégrer la problématique de la commande publique dans son effort de législation, dans son effort de promotion, d'institutionnalisation de la problématique de consolidation de la paix. Mais tout de suite, cette réforme a été remise en cause par les États qui ont estimé que les Nations Unies sont allées au-delà, qui ont estimé que la problématique de l'achat public revenait à la souveraineté des États et qui ne revenait pas aux Nations Unies de s'ingérer. Et au rang de ces premiers États, il se trouvait évidemment les États-Unis d'Amérique. Justement, les États-Unis d'Amérique, eux, disposaient déjà d'une loi cadre, par exemple, du 30 juillet 1953, ce qu'on a su les Small Business Acquisition, c'est-à-dire les PME. Et les Américains avaient déjà ce qu'on appelle le Forum, le Far Acquisition Regulation. Ça veut dire que c'est l'équivalent du code des marchés publics des États-Unis. Ils avaient déjà leur code et ils avaient leur loi dont je parle, le Small Business Acquisition, qui est une loi de promotion des PME américaines. Donc cette loi a été votée par le Congrès américain qui justement instituait les quotas, qui imposait aux administrations publiques d'attribuer au minimum 23% de marchés publics aux PME américaines, déduction faite des sous-traitances. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, progressivement, comme cette première tentative a échoué, alors les Nations Unies, sont revenues en charge dans le cadre de la création de la commission de la CNUDCI, la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international en 1968. Donc, les Nations Unies ont profité de la création de la CNUDCI pour intégrer les normes de passation des marchés. Alors donc, vous savez que la CNUDCI, c'est la branche législative des Nations Unies. Donc dans ce cadre, la CNUDCI également a profité habilement pour intégrer cette question-là dans le long cycle des négociations de l'OMC, qui ont duré de 86 à 94. Et c'est justement le 15 avril 1994 à Marrakech, à l'occasion de la création de l'OMC, que le premier accord multilatéral sur les marchés publics a été adopté. Donc c'était le 15 avril 1994 à Marrakech. Donc concomitamment avec l'OMC. Donc le jour de la création de l'OMC, c'est ce jour-là également que cet accord multilatéral a été adopté. Donc c'est le premier instrument juridique international ou supranational dans une certaine mesure consacré aux affaires publiques a été adopté. Mais n'oubliez pas que dans les relations internationales, ça restait un accord international. Donc cet accord devait être ratifié. Et ce n'est qu'effectivement le 9 décembre 1994 que la première loi cadre universelle sur les marchés publics a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, réunie à New York. Et cette loi cadre a posé justement trois principaux principes
de la commande publique. Il y a le principe de la libre accès à la commande publique, le principe du traitement équitable des candidats et le principe qui est lié à la transparence, à l'équité et à tout ce qui touche aux règles de déontologie. Donc voici un peu comment les premières lois, hein, les premières normes sur la participation des marchés ont été créées. Mais progressivement, dans l'application au terrain, les acteurs se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant ces trois principaux principes. Quand bien même ces principes ont aidé à normaliser, à réorganiser le processus, à le vitaliser, à le dynamiser, mais il y avait certains volets également qui touchent un peu à la durabilité, qui n'étaient pas pris en compte. Par exemple, la question du développement durable, la question des marchés publics durables, la préservation de l'environnement, l'écosystème planétaire, les modes de consommation de pollution durable, la responsabilité sociétale des entreprises. Dans les marchés de travaux, on s'est rendu compte qu'il y avait des marchés des entreprises qui gagnaient des marchés de travaux, qui exécutaient et qui détruisaient les arbres sans mise en place des plans de gestion environnementale et sociale, sans plan de reboisement. Est-ce que vous voyez? On s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises qui gagnaient des marchés qui employaient des enfants de moins de 14 ans en violation des règles du BIT. Est-ce que vous savez? Donc, progressivement, ce cadre juridique a été aménagé de manière à tenir compte. Aujourd'hui, par exemple, dans le mois depuis la déclaration de Paris, qui a conduit à la mise en place des deux principales directives, à savoir la directive 004 et 05. Aujourd'hui, ces deux directives ont posé le principe, la nécessité de tenir compte des critères environnementaux dans l'attribution des marchés. Et ça, c'est très important. Ensuite, il y a aussi les volets diplomatiques, la question d'embargo. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans la problématique de l'éligibilité, on ne peut pas permettre à des entreprises qui financent le terrorisme, qui font le trafic d'enfants, le blanchiment de capitaux, de participer à des appels à la concurrence. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu de façon progressive. Et plus en profondeur encore, on s'est rendu compte qu'il faut intégrer les NTIC dans la promotion de la commande publique. Il faut optimiser l'achat public, il faut rentabiliser l'achat public. Aujourd'hui, par exemple, il y a des systèmes d'acquisition dynamique. Il y a des méthodes de passation de marché dans l'OCDE aujourd'hui là, qu'on appelle, qui sont par exemple les enchères électroniques inversées. Ce sont des procédures de bout en bout qui sont électroniques. Aujourd'hui, on peut soumissionner directement en ligne. Il y a des plateformes qui permettent de soumettre. En Europe, en France particulièrement, depuis 2006, les appels à concurrence dont le montant est inférieur ou égal à 98 000 euros, on ne peut soumissionner autrement qu'en ligne. Mais il faut reconnaître qu'eux, ils ont déjà les logiciels de reconnaissance de la signature électronique. Ils ont des systèmes qui permettent facilement aux candidats de soumissionner directement en ligne. Il y a même, comme je le disais tantôt, des méthodes de passation de marché où tout le processus est automatisé. Donc il n'y a pas d'intervention humaine. Les offres sont soumises électroniquement ou automatiquement. L'attributaire est connu. C'est le système qui dégage l'attributaire. Donc voici un peu de façon résumée. On s'est rendu compte qu'il fallait élargir le champ d'horizon de la commande publique. Aujourd'hui, depuis 2004-2005, par exemple, dans l'OCDE, l'OCDE utilise la passation des marchés sectoriels. C'est-à-dire, par exemple, il y a une passation des marchés pour les télécommunications, passation des marchés pour l'énergie, des règles de passation des marchés spécifiques pour le transport. Est-ce que vous voyez? Donc, les paradigmes ont beaucoup évolué jusqu'en 2005, à l'occasion de la déclaration de Paris, par exemple, où les bailleurs de fonds et les États de tiers se sont rencontrés pour faire un peu le point. Et les bailleurs de fonds ainsi que les États, les tiers monde ont pris des engagements réciproques. Donc, les bailleurs de fonds se sont engagés à accompagner les pays des États de tiers monde à réformer leur système de passation des marchés, mais en retour à s'appuyer et employer désormais leur système de passation des marchés, qu'on appelle les systèmes nationaux de passation des marchés, mais à condition de les avoir évalués précédemment pour s'assurer de leur niveau de performance. Donc, inversement, les États du tiers-monde également ont pris les dispositions pour pouvoir reformer le système. Et c'est là, grâce à l'appui, par exemple, le mois du projet d'appui à la réforme des marchés publics dans le mois, tous les 8 pays de le mois ont mis en place un système commun, un système harmonisé avec les deux directives dont j'ai parlé. Aujourd'hui, dans l'ensemble de nos 8 pays, nous avons une architecture plus ou moins stéréotypée. Vous avez l'autorité de régulation des marchés, vous avez une direction des marchés, les cellules de passation des marchés au niveau sectoriel, au niveau ministériel, au niveau départemental, au niveau préfectoral, selon la nomenclature architecturale de chaque pays. Donc vraiment la déclaration de Paris a été vraiment un catalyseur significatif
qui a permis dans notre espace vraiment de réorganiser le système de la commande publique et vraiment d'assainir davantage la gestion de nos finances publiques. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là et puis je vous reviens pour la suite. Merci beaucoup de votre écoute.